Allium. Ça faisait si longtemps que personne ne l'avait appelée comme ça, qu'elle l'avait presque oublié. Elle avait simplement l'impression d'évoquer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'elle avait une haine particulière envers le nom que lui avaient choisi ses parents, non. Mais elle ne s'y reconnaissait pas. Mais alors, pas du tout. Elle en était à un stade où on aurait même pu venir lui annoncer que l'un des poissons rouges de la fontaine avait décidé de se faire surnommer Allium par ses copains à nageoires, qu'elle s'en ficherait éperdument. La jeune femme fut interrompue dans ses rêveries par un picotement dans la nuque, dont elle connaissait d'ailleurs parfaitement l'origine. C'était le grand Maximus, qui apparemment s'était réveillé tout seul et s'ennuyait ferme dans les plis de sa robe. Elle défit la petite chaîne en argent qui le faisait tenir en collier autour de son cou, et entreprit de faire descendre le minuscule petit caïman albinos sur son épaule, puis sur son bras, et de là, le faire délicatement glisser sur la table. Ce n'était plus vraiment à la mode d'avoir un familier pour un mage. Elle ne savait pas pourquoi, mais ça faisait vieille école, il paraît. Assez ringard même. Elle était d'accord pour le chapeau pointu, mais elle se refusait à trouver son petit reptile ringard. Elle avait baissé son regard pour se mettre à son niveau et le regardait s'étirer. Max avait tourné ses petits yeux rouges dans sa direction, et il avait penché la tête sur le côté, comme pour s'inquiéter de la voir remuer autant ses souvenirs d'enfance. Elle le trouvait si mignon. Elle ne savait pas si c'était elle qui avait raté un truc lors de l'invocation, mais elle aurait juré qu'il avait trop de dents pour sa petite bouche, et qu'il ne savait pas trop où les ranger. En conséquence de quoi, on en voyait dépasser quelques-unes, un peu à droite à gauche, et cela lui faisait en permanence comme un large sourire amical. Il était parfait, elle l'aimait beaucoup. À l'époque, tout le monde avait trouvé que c'était idiot et dangereux d'avoir choisi un caïman. Maintenant, on le pensait encore, mais au moins, on n'osait plus trop le lui dire. Les petits bourges de sa classe, ceux qui avaient déjà une place au conservatoire avant de savoir marcher, avaient tous évidemment préféré prendre le symbole de leur maison. Une hirondelle, un lièvre ou même, le pire, un chaton. Oh, mièvre à en chialer. Non, elle se ravisa. La médaille du poseur le moins original revenait tout de même aux 2 ou 3 crétins qui se pavanaient avec leurs corneilles toutes poussiéreuses. Tout ça parce que le grand archimage Arkin, qui avait été le premier directeur du conservatoire il y a des lustres, en avait une comme familier. C'était banal et d'un manque de goût, la corneille. Et avec ses 12 centimètres de long, durant toute son académie, Max avait failli se faire manger plus d'une fois. Sans compter, bien sûr, qu'elle devait faire gaffe à tout instant de la journée que personne ne l'écrase. En y repensant, elle se dit que c'était peut-être aussi simple que ça. C'était peut-être l'unique raison pour laquelle les nouveaux aspirants du conservatoire ne trouvaient pas les familiers si extraordinaires. Ils étaient simplement trop cons pour s'en occuper. Il fallait avouer aussi que l'invocation d'un être vivant n'était pas à la portée du premier imbécile venu, et que seuls les meilleurs de classe y parvenaient assez tôt. Elle avait flambé un petit peu en choisissant une créature aussi complexe que ce petit tas d'écailles qu'elle aimait tant. Il devait justement avoir un peu chaud. Elle le saisit sous les pattes antérieures et le jeta d'un geste rapide dans un arrosoir qui traînait au pied du banc, à moitié rempli d'eau. Il fit quelques tours du bac en fer blanc d'une brasse rapide, visiblement content de son nouveau domaine. Elle n'avait aucun souvenir de la brasserie d'Aufsor où elle était née et avait passé ses premières années. Malgré sa mémoire sans fond, ce n'était encore qu'un bébé. Comme disait son père, sans entrer dans les détails, les choses s'étaient compliquées à Aufsor. La guerre compliquait toujours tout, apparemment. Ses parents lui avaient raconté que le conflit avait toujours été présent, depuis longtemps. Mais ils avaient réussi à l'isoler et à l'enfouir quelque part, assez profond pour qu'il n'impacte pas trop leur vie. Malheureusement, avec le départ de Yor pour le front, les heurts de l'affrontement avaient été de plus en plus visibles, de plus en plus difficiles à cacher.
Le champ de bataille avait fait se vider la capitale aussi efficacement que l'arrivée d'une peste noire. Et avec la précarité de la ville grandissante, les occasions de faire la fête étaient devenues rares. Cela allait avec le chiffre d'affaires de la petite distillerie. Et avec leur nouveau-né sur les bras et la politique sur les boissons alcoolisées que venait d'instaurer le régent, ils ne s'en sortaient plus. Alors qu'elle devait avoir 2 ans, estimait-elle, ils avaient dû faire le choix le plus difficile de leur vie. Ses parents ne pouvaient plus faire semblant, fermer les yeux sur les combats qui se déroulaient à l'ouest. Ainsi, la famille Montjoy aussi partait en guerre, à sa façon. Ses parents avaient vendu leur échoppe et étaient partis là où ils estimaient que l'on avait le plus besoin d'eux. Là où, faute de fête, les êtres de toute race appelaient de leurs vœux un peu de réconfort et de chaleur humaine. Ils avaient décidé de prendre la route du champ de bataille. C'est ainsi, sur une charrette de livraison tirée par un vieil âne qu'elle avait toujours connu sous le nom de Cadichon, que la famille Montjoy était arrivée à la cité fortifiée de Barakzour. Saint James se souvenait. Elle avait vu la citadelle se découper au loin. Dans le soleil couchant, tremblant sous les cahots de la caravane, alors qu'il s'avançait lentement vers elle. Nichée sur les immenses apics de la dernière escale des nains, elle s'étendait, du plus haut roc des contreforts jusqu'aux galets noirs de la plage. Elle grignotait les entrailles de cette chaussée immense de milliers de coursives. Souterraine et gigantesque à la fois, elle surplombait la mer, culminant en son point le plus haut à 230 mètres au-dessus des falaises. La cité de Barakzour représentait la nouvelle force du peuple des nains des montagnes et la dernière zone franche avant la ligne de front. Beaucoup de choses avaient changé à leur arrivée là-bas. Elle se souvenait vaguement de leur nouvelle maison, un hangar désaffecté que leur avait alloué l'armée et qui avait dû servir à entreposer de la viande à l'époque où il y en avait encore. Son père avait négocié leur transfert dans la capitale naine avec une maestria qui les avait mis à l'abri du besoin pour longtemps. Grâce à quelques contacts, gardés depuis Hofsor, il s'était arrangé pour être en charge d'un mandat de l'état-major des forces coalisées. Reparti de zéro, il allait devoir fabriquer un alcool à l'image de leur nouvelle vie. Il s'agissait d'un breuvage de commande, extrêmement fort et épicé en conséquence, pour faire passer le coup de massue qui attendait quiconque s'aventurait à le boire pur. Ainsi, il servait autant aux commémorations lors des grandes victoires qu'aux infirmeries les soirs de défaite. Allant du désinfectant au cocktail Molotov, en passant par le verre de réconciliation ou simplement comme un objet de troc convoité, la bouteille, désormais emblématique de la distillerie Montjoy, fut bientôt connue de tous. Rares étaient les soldats qui ne possédaient pas une flasque de Saint James, cachée au fond de leur barda. Et les infirmeries, souvent faute d'autre chose, finirent par l'utiliser comme un remède quasi universel. On disait, quitte à mourir, autant que ce soit le sourire aux lèvres. Dans les premiers temps, tout se passa bien. L'entreprise familiale s'était solidement installée dans ces nouveaux quartiers, et bientôt sa réputation n'avait plus rien à envier à celle de l'échoppe qu'ils avaient dû quitter à Hofsor. Pour couronner le tout, le front reculait. L'attaque conjuguée des forces de l'Axe que Yor était venu soutenir quelques années plus tôt portait ses fruits, et avait ébranlé l'ennemi. Dans les tavernes enfumées, sa mère lui racontait que l'on trinquait au Saint James, et que les soldats, à moitié saoul, promettaient déjà que l'on passerait la fête de la nouvelle année à la maison. Évidemment non. La fête de la nouvelle année, les soldats l'avaient passée dans les tranchées, pour ceux qui avaient survécu au froid. Et le solstice d'été aussi, et la fête des moissons encore, et ainsi de suite. Tant et si bien que certains soldats n'avaient pas quitté le front depuis très longtemps. Leur restait comme unique souvenir de la capitale que le goût fort et rassurant du Saint James, que l'intendance s'efforçait de ramener au cœur du combat, autant souvent que possible. Avec le recul, elle s'était souvent demandé comment les dirigeants de l'Axe en étaient arrivés, à l'époque, pour croire à la fin de cette guerre si proche, alors qu'elle durait encore, presque 20 ans après.
Lorsque l'ascension de l'Axe s'était stoppée sur l'arrivée des peaux vertes et des hommes lézards sur le champ de bataille, Allium fêtait ses 8 ans. Et c'était un des premiers souvenirs dont elle se rappelait distinctement. Barakzour avait vu entrer en ses murs, avec guirlandes et orchestres, de magnifiques nouveaux régiments. Tous les pays ayant choisi de prendre le parti du camp de l'Axe avaient dépêché des troupes. C'est à cet anniversaire-ci qu'elle avait croisé pour la première fois de sa vie un elfe sylvain. Égaré momentanément dans une partie des baraquements où elle n'était pas censée être, l'enfant se glissait entre les étagères et les rangements pour ne pas se faire voir. Scrutant par-dessus son épaule si un des surveillants n'arrivait pas au bout du couloir, elle s'était heurtée de plein fouet à une immense masse noire et recouverte de métal. L'ours cuirassé qu'elle venait de percuter, qui dormait au milieu du couloir, au contraire de ce qu'elle s'imaginait en pleurant, ne l'avait pas mangé. Le gigantesque grizzly en armure de plaques finement ciselée s'était retourné en grognant. Et, l'espace d'un mouvement que ses yeux de petite fille n'avaient pas pu saisir ou comprendre, se dressait à la place de la bête un grand elfe, souriant, qui avait soigné d'un geste l'entaille que sa chute lui avait ouverte dans le genou. Longtemps après que les gardes de la cohorte les ramenaient chez ses parents, elle était restée silencieuse, interdite. C'était également la première fois qu'elle voyait de la magie. Une année plus tard, à ses 9 ans donc, son père lui avait confié la tâche d'aller chercher les commandes chez leurs clients les plus fidèles. Elle était entrée dans le monde des grands. Lorsque le conflit s'intensifia encore avec l'arrivée des armées elfes noires et des hordes de Skaven sur le terrain, elle avait tout juste 10 ans, et elle était maintenant en âge de porter les caisses de whisky à travers toute la ville. On la disait brillante, et elle en connut bientôt les moindres recoins. Les souks, les offices, les passerelles, les impasses et les chemins de traverse. La citadelle était devenue son terrain de jeu. Elle passait ses journées entières, affilée à toute allure dans les rues, pour amener le précieux whisky à bon port. Une enfance joyeuse, mais qui avait aussi ses revers de médaille. Elle était, malgré elle, devenue familière des maisons closes et des hôpitaux de fortune, où elle livrait aussi son Saint James. Comme tous les mômes de la cité qui avaient entrevu la guerre et la mort un peu trop vite, elle avait grandi prématurément, au fil des livraisons. Ses parents s'en étaient rendus compte. Comme elle, ils avaient découvert le véritable engagement qu'ils avaient pris en venant ici, maintenant que l'Axe perdait du terrain. La cité fortifiée n'avait plus tout à fait les charmes de la victoire. Mois après mois, le front se rapprochait et, à l'époque, les affrontements léchaient les portes de la citadelle. Son père et sa mère redoublaient de travail pour satisfaire tout le monde. Et ils n'avaient pu que constater que leur fille s'était fondue dans ce nouveau décor et qu'elle en acceptait les règles du jeu. Souvent, évitant les ennuis avec une maestria qu'elle avait de la peine à s'expliquer elle-même, c'est elle qui amenait les nouvelles. Quand un quartier tombait aux mains de l'ennemi, elle était obligée de changer d'itinéraire, et en arrivant à la maison, elle s'arrêtait à peine, chargeait son petit diable de bois d'une douzaine de nouvelles bouteilles, et filait en disant simplement « Maman, on ne peut plus aller au Dock 3 et 4. C'est fini. » Même si la vie était rude, elle avait adoré faire le portefaix dans ces gigantesques labyrinthes. Elle connaissait tout le monde, toutes les échoppes, tous les différents camps, et se tenait au courant du départ et de l'arrivée de chaque division. Même les intendants les plus efficaces étaient parfois surpris de la mémoire prodigieuse de la petite fille, et découvraient qu'une cohorte avait bougé avant même qu'il n'ait reçu l'ordre. Au début, les commerçants l'appelaient la petite fille du whisky. Puis, à force de voir la bouteille partout, on l'avait simplement appelée Saint James, par facilité. Elle s'en était très vite accommodée, et bientôt n'avait répondu que par ce surnom. Ses parents disaient que c'était là un sobriquet de soudard, et elle s'accordait avec eux pour ne pas les blesser. En réalité, elle adorait exister en dehors de la maison, et son rôle de petite fille dans la ville, avec son propre surnom, la réjouissait. Elle était Saint James, la petite fille du whisky. Elle s'était aussi rendue compte qu'elle assimilait bien plus que ses parents le mode de vie de ce peuple.
Elle aimait les nains des montagnes. Toujours bourrus et le visage taillé au burin. Ils étaient méfiants envers la plupart des étrangers, mais pas avec elle. Si bien qu'elle avait très vite parlé couramment le langage de la pierre, alors que son père n'articulait encore qu'avec une peine inouïe les quelques mots qu'il lui fallait pour faire son métier. On ne pouvait ni se passer de son Saint James, ni des dernières nouvelles qu'elle colportait en provenance d'un côté ou de l'autre de la ville. Qui était parti, comment s'était passée telle ou telle bataille, quelle denrée venait d'arriver au port. Elle pouvait aller partout, et se rendait compte aujourd'hui que certains espions auraient donné cher pour avoir autant d'entrées que la petite livreuse de whisky, qui se faufilait parfois même jusqu'au palais, pour abreuver quelques généraux. Dans ses courses effrénées, elle ne prenait le temps de s'arrêter que pour une seule chose, et une seule chose seulement. Voyageant depuis son banc, toujours dans le jardin d'hiver de la Loge Blanche, elle se souvenait à quel point la magie la fascinait déjà à l'époque. On ne croisait pas beaucoup de vrais magiciens dans les couloirs de la ville, et même parmi les combattants, les mages étaient plutôt rares. Ils partaient souvent très vite pour le front. Ça et là dans les marchés, devant les fortins ou même sur les docks, on pouvait croiser des baladins ou des bardes. C'est devant eux qu'elle déposait son chargement quelques minutes. On en trouvait de toutes sortes, et l'esprit vif, elle avait très vite fait le tri, entre ce qu'elle considérait comme du charlatanisme, des vulgaires tours de passe-passe en somme, et ceux qu'elle découvrait être réellement un peu ensorceleurs, un peu illusionnistes. Elle se souvenait d'un homme, dans le marché couvert, qui comptait la geste des grands héros en jetant dans l'air des nuages de poussière d'or qui s'animaient soudain en créatures fantastiques pour venir illustrer son récit. Elle admirait aussi tout particulièrement les jongleurs télékinésiques, bien qu'elle ne sachât pas à l'époque de quoi il s'agissait exactement. Ces derniers faisaient tournoyer par la pensée tout ce qui leur passait par la main. Dagues, pommes, la bourse d'un marchand un peu distrait, et un jour, même une bouteille de Saint James. Elle avait trouvé cela formidable. Et elle avait décidé qu'elle voulait dompter toutes ces bouteilles pour qu'elles aillent se livrer toutes seules. Cela aiderait beaucoup ses parents qui étaient débordés, se disait-elle. Elle l'avait expliqué à son papa, mais ce dernier n'avait pas compris. Il s'était fâché et lui avait crié par-dessus tout que non, la magie était dangereuse, et qu'il lui interdisait formellement d'aller traîner du côté des coupe-gorges dans les bas quartiers, où l'on voyait gesticuler habituellement les saltimbanques. En se remémorant la scène, Saint James se souvint qu'à l'époque, ça l'avait terriblement vexé, que son père l'engueule pour si peu. Aujourd'hui, elle comprenait. Il craignait légitimement de voir sa petite fille attirée par quelques lumières dansantes dans un bazar sordide et qu'elle n'y disparaisse pour de bon. Elle ne s'en rendait pas vraiment compte, mais il était vrai que Barakzour n'était pas sûr. Même si elle évitait les quartiers les plus malfamés de la citadelle, elle n'avait pas conscience des horreurs que pouvait amener la guerre dans une si grande ville. Pourtant, pas une fois elle n'avait eu à se battre, et même à craindre quoi que ce soit. Ce dont son père ne mesurait pas l'étendue, c'était la popularité de sa petite fille. Dans tout Barakzour, personne n'aurait jamais osé s'en prendre à la petite fille. Autant assassins que brigands, généraux ou soldats, tous se seraient volontiers fait tailler en pièces pour qu'il n'arrive pas malheur à Saint James. Cette sécurité quasi divine lui avait donné une assurance hors du commun pour son âge. Elle avait son idée avec les bouteilles dansantes, et elle ne l'avait pas lâchée. Un soir, avec quelques enfants de son âge qu'elle avait l'habitude de retrouver après les livraisons sous les arches de la grande rue, elle avait sorti un petit galet noir. Une pierre minuscule qu'elle avait gardée dans sa poche après l'avoir ramassée l'après-midi même lors d'une livraison au dock. Et tandis que les autres jouaient et bavassaient, elle s'était concentrée autant qu'elle avait pu. Elle avait décidé que le caillou devait bouger dans sa main. Elle avait senti cette sérénité l'envahir. Et contre toutes les attentes qu'elle avait à ce moment-là, rien ne s'était passé, évidemment.
Mais elle n'avait pas abandonné, et s'était concentrée de plus belle, fermant les yeux de toutes ses forces, à s'en faire tourner la tête. Et tous les jours, pendant une période qui lui avait semblé durer une éternité. Il lui avait fallu persévérer durant un mois entier, où on s'était moqué d'elle, pour que soudain, un soir, il lui semble que le gravillon tremblait dans sa main. Et tout le monde s'en était foutu royalement. Mais au fur et à mesure des semaines suivantes, ses camarades, même les plus sceptiques, avaient bien dû reconnaître que le caillou tremblait bel et bien. Et quand, après 3 mois d'entraînement acharné, elle avait effectivement réussi à faire flotter le galet d'un tout petit centimètre sur le bout de ses doigts, elle était devenue alors la plus populaire de son petit groupe. On l'appelait déjà Saint James la magicienne. Elle se rendait maintenant compte que le titre de magicienne était un petit peu plus dur que cela à mériter. Il n'empêche que pour une gamine, elle s'impressionnait un peu elle-même. Maintenant qu'elle arborait l'écharpe des mages blancs et qu'elle avait plongé la tête la première dans le monde des arcanes, elle se rendait bien compte qu'il lui avait fallu une bonne dose de motivation ou d'illusion pour, à son âge, faire voler cette foutue caillasse. Elle mit distraitement la main dans sa poche et sortit la caillasse en question. Elle l'avait gardée. Et elle avait même fait pas mal d'exercices en classe, en l'utilisant comme référence. Elle connaissait sa forme et son poids par cœur. C'était un de ses seuls souvenirs de là-bas qu'elle conservait avec mélancolie. Un petit bout de falaise comme un morceau d'enfance qu'il avait vu grandir et qui avait fait le voyage depuis Barakzour avec elle.